Bonjour à tous, là donc nous voici revenus pour ces expériences numériques autour de l'interféromètre de Michelson. Alors pour l'interféromètre de Michelson, vous allez vous rendre sur le site de Jean-Jacques Rousseau, donc le voici. Vous allez dans la partie optique ondulatoire et vous cliquez sur interféromètre de Michelson. Donc vous arrivez sur une page avec l'interféromètre de Michelson, donc je rappelle comment ça, quel est le principe. Vous avez un miroir ici, parfait, un autre miroir ici, M2, et une séparatrice, c'est-à-dire une lame semi-réfléchissante. La source est en bas, ici. Elle envoie plusieurs rayons lumineux, on en dessine un seul. Donc, par exemple, voilà, en rouge et en jaune pointillé, vous avez ici un rayon qui part avec un certain angle par rapport à la verticale ici. Cet angle, on va l'appeler I, c'est l'angle d'inclinaison. Ce rayon arrive sur la séparatrice et 50% va continuer tout droit, 50% va se réfléchir. Alors pour la partie qui va tout droit, elle va se réfléchir sur M1, puis ici, 50% va filer tout droit, 50% va se réfléchir. Alors on s'intéresse à ce qui est réfléchi, et la moitié qui est perdue ici, on ne s'en intéresse pas, donc on ne le représente pas. L'autre rayon qui a été réfléchi sur la séparatrice, elle se dirige vers le miroir M2, qui se réfléchit sur M2, et la moitié va traverser la séparatrice pour se diriger vers une lentille. Ces deux ondes, ces deux rayons, la jaune et rouge, n'ont pas parcouru le même chemin, parce que par construction, ces deux miroirs ne sont pas à la même distance du centre de la séparatrice. M1 ici est plus loin que M2. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on fait le tracé des rayons, eh bien, on s'aperçoit que le trajet en rouge, c'est exactement le même que celui que vous obtiendriez si vous faisiez une réflexion de ce trajet par rapport à la séparatrice. Vous auriez ce chemin-là qui étant dessiné en vert, même si ça ne se voit pas très bien, en pointillé vert. Ce chemin-là, c'est le même, enfin, c'est le symétrique du chemin en rouge ici. De sorte que on peut dire qu'il y a une équivalence, optiquement, c'est ce qui se passe dans un interféromètre dans cette configuration-là, c'est équivalent à l'interférence à travers ce qu'on appelle une lame d'air, puisque là c'est de l'air ici, c'est pas une lame de verre, c'est une lame d'air, où un rayon arrive sur une lame d'air, 50% se réfléchit sur la première interface, et 50% autres se réfléchit sur l'interface petit m1, qui est l'image de grand m1 par la séparatrice. Et donc là, la grandeur importante ici que vous allez pouvoir gérer, c'est l'espace entre ces deux lames, entre M2 et petit m1, et cette distance, dans un Michelson, c'est quelque chose que je peux régler avec une petite vis qui déplace plus ou moins le miroir M2. Donc cette distance-là, qui est l'épaisseur de cette lame d'air, j'appellerais ça le décalage optique. Alors, une des questions qu'on vous pose, c'est pourquoi obtient-on des anneaux? Quelle est la raison qui fait que ce qu'on va observer sur l'écran ici, ce sont des anneaux? Alors, pour cela, il faut se souvenir un petit peu comment se comporte la lumière face à une lame de verre. Alors vous avez dû voir en cours que quand vous avez un rayon qui arrive sur une lame de verre, eh bien, une partie est réfléchie, puis l'autre partie se réfracte, puis se réfléchit une deuxième fois et ressort parallèlement. Et on peut calculer la différence de chemin optique entre ces deux rayons qui sont parallèles mais déphasés. Vous avez dû montrer en cours que la différence de chemin optique, c'est 2 fois l'indice de la lame de verre, fois l'épaisseur de la lame de verre, fois le cosinus de l'angle de réfraction au niveau de la première réfraction. Dans notre cas de figure, on a une lame d'air. C'est-à-dire que l'indice de l'air, l'indice du verre, en quelque sorte, c'est 1. C'est pas du verre, c'est de l'air. De plus, comme l'indice c'est 1, d'après les lois de Descartes, on va avoir I égale R.
Donc on peut remplacer R par I, puis N par 1. Ça fait 2 eucosi. Bien. Ça, c'est la différence de chemin optique à travers une lame d'air. Dans notre cas ici, l'épaisseur E est constante, et ce qui est variable, c'est I, puisque la source envoie des rayons d'angles différents. Donc j'ai représenté, on s'est intéressé à un rayon en particulier, mais en réalité la source elle émet plusieurs rayons d'angles variables. Donc ici, si je m'intéresse à la condition d'interférence constructive par exemple, je vais écrire la différence de chemin optique de The Cauchy, c'est un nombre entier fois lambda, ça me donnera l'équation des franges brillantes, et qu'est-ce que je vois? Je vois que pour un P donné, eh bien, il faut que I soit fixé. Autrement dit, tous les rayons qui ont la même inclinaison donneront la même frange brillante. On parle de frange d'égale inclinaison. Alors, pourquoi ça donne des anneaux? Eh bien, si on revient maintenant sur le Michelson, donc ici vous avez deux rayons parallèles. Ces rayons parallèles, d'abord, vont se croiser à l'infini. Donc les interférences sont localisées à l'infini. Et cette lentille, elle va transformer, on va dire, l'infini en son plan focal. Elle va permettre de projeter l'infini dans son plan focal image. Vous avez dû voir en optique l'an dernier que, ici, si je veux savoir où est-ce que les rayons vont se croiser dans le plan focal, vous prenez un rayon annexe, parallèle aux deux premiers rayons ici, donc et vous le faites passer par le centre optique. C'est le rayon qui est en pointillé blanc ici. Et ce rayon-là, il est incliné par rapport à l'axe optique d'un angle qui correspond à l'angle I ici. C'est le même que l'angle I qu'on avait ici. Et ce point-là, il est donc à une distance qui vaut la focale fois l'angle I, parce que l'angle est petit. Donc cette distance-là, c'est f' fois I. Maintenant, pourquoi on obtient des anneaux? J'ai dit, les franges brillantes sont des franges d'égale inclinaison. Question, quel est le lieu des points sur l'écran qui garde une inclinaison ici, qui maintient I constant? Vous voyez bien, il suffit de... on voit bien que l'ensemble des rayons en pointillé blanc qui décrit un cône, d'angle au sommet 2i en fait, eh bien, va couper l'écran en décrivant un cercle. Donc on va voir un anneau, enfin une frange brillante circulaire. Et si je change d'ordre P, si P augmente d'une unité, l'angle I va diminuer. On aura un autre angle d'inclinaison, et donc on aura un autre anneau avec un autre rayon. Donc on va avoir des anneaux d'interférence pour cette raison. Alors, l'autre question concernait les franges en configuration coin d'air. Donc si vous cliquez ici, et si vous sélectionnez tracer des rayons en coin d'air, alors là ce qui se passe c'est que en coin d'air, le miroir M1 et le miroir M2 sont à la même distance du centre du Michelson, du centre de la séparatrice. Simplement, on a incliné M2 d'un petit angle, très faible. Là, c'est très exagéré, c'est un angle qui fait moins de 1 degré. Donc on l'a légèrement incliné. Et là, pour les mêmes raisons que tout à l'heure, quand on regarde le trajet des rayons, on s'aperçoit que optiquement, tout se passe comme si on avait un rayon qui arrivait sur, alors non pas une lame d'air, mais un coin d'air, puisque là, l'interface M2 et l'interface M1 sont inclinées et forment ce qu'on appelle un coin. Et un coin d'air parce qu'il y a de l'air entre les deux. Alors, pour expliquer maintenant pourquoi, quelle va être l'allure des franges en coin d'air, il faut revenir, encore une fois, à ce que vous avez vu sur la lame de verre d'épaisseur variable. Lorsque vous avez une lame dont l'épaisseur varie, eh bien, vous allez avoir, comme tout à l'heure, la même relation. On va avoir delta égale 2 NE cosr, mais ici, puisqu'on a une lame d'air, on va avoir 2 E cossi, avec une nuance par rapport à tout à l'heure,
c'est qu'ici, c'est l'épaisseur qui varie. L'épaisseur est variable. Par contre, on va éclairer la lame, alors là, c'est pas le cas sur mon schéma, mais enfin, on s'arrange pour éclairer la lame d'air, ou le coin d'air, pardon, avec un angle très proche de 0. En fait, on envoie un faisceau de rayons quasi parallèles en incidence normale sur un coin d'air. Alors, c'est vrai que sur le schéma de M. Rousseau, c'est pas très clair, hein, et je ne sais pas si c'est expliqué dans le texte, il faudrait vérifier, mais il faut bien voir qu'en réalité, la source, c'est pas une source ponctuelle, ou plutôt, c'est une source ponctuelle qui est au foyer d'une lentille, de sorte que ce qui sort des lentilles, c'est un faisceau de rayons parallèles, et les rayons arrivent parallèlement à cet axe-ci vertical, ce qui fait que l'angle I vaut 0, pour tous les rayons. Ce qui diffère, c'est que c'est l'endroit où vont taper les rayons, et suivant l'endroit où les rayons tapent sur le coin d'air, l'épaisseur du coin d'air ne sera pas le même. Donc ça c'est important de bien comprendre que la différence ici, c'est que l'angle I n'est plus variable, mais fixé, et c'est l'épaisseur qui est variable. Si vous écrivez maintenant la condition d'interférence constructive delta égale P lambda, vous trouvez 2E cos de 0 c'est 1, donc 2E égale P lambda, donc la frange d'ordre P correspond à une épaisseur particulière. On dit alors qu'on a des franges d'égale épaisseur. Toutes les franges, ou tous les rayons qui arrivent sur le coin d'air avec la même épaisseur, donneront la même frange. Alors on vous demande également où sont localisées ces franges. Eh bien, on le voit sur le dessin. Vous voyez, si vous regardez où est-ce que les rayons se croisent, on peut montrer que les rayons se croisent dans un plan, dans une surface de localisation qui est en fait située très près du coin d'air. En fait, ça se voit sur le schéma de M. Rousseau, ici, le coin le voici, et bon, faudrait faire un schéma plus propre, mais en fait, les rayons jaunes et les rayons verts se coupent au voisinage du coin d'air. Donc en fait, les franges, elles sont localisées ici, sur le coin d'air. D'ailleurs, ça peut se voir à l'œil nu. Si vous mettez votre œil à ce niveau-là, et vous regardez dans cette direction-là, bah, vous voyez des franges qui se dessinent directement sur le miroir M2. Alors évidemment, c'est pas très pratique de mettre son œil. Ce qu'on fait en général, c'est qu'on met une lentille qui va en fait être une lentille de projection qui va juste permettre de faire l'image de ces franges d'interférence sur l'écran. Alors notez qu'il y a une petite erreur ici, parce que vous vous souvenez sans doute, grâce au cours de l'an dernier, qu'une lentille de projection, ça inverse l'image. Donc si le point objet est en dessous de l'axe optique, le point image va être au-dessus de l'axe optique. Donc contrairement à ce qui est dessiné, le point image n'est pas là, mais au-dessus de l'axe optique. Bon, à part ce détail, ce qui est important de retenir, c'est que cette lentille, elle ne sert qu'à faire une projection, hein. En général, ça sert à agrandir, et on met l'écran assez loin, de façon à ce que l'image soit agrandie. Et on prend une lentille de petite focale en général. Alors maintenant, pourquoi on obtient des franges rectilignes? Ben, on a dit que ce sont des franges d'égale épaisseur. Or, ici, l'épaisseur, l'ensemble des points sur le miroir pour lequel l'épaisseur du coin est constante, ça donne une ligne horizontale. Et si je change d'endroit, si je descends, je vais avoir une autre épaisseur, donc une autre frange. L'ordre va changer quand je descends, ici. Et donc je vais avoir des franges horizontales, régulièrement espacées, parce que l'épaisseur croît linéairement quand je descends en dessous de l'axe optique, ici. Donc on va avoir des franges rectilignes. Maintenant, passons aux franges d'égale inclinaison. Alors, on vous demande d'aller sur la page de femtophysique. Dans optique ondulatoire, vous allez chercher franges d'égale inclinaison. Alors là, vous avez ici une simulation qui montre la répartition des anneaux d'interférence sur l'écran en fonction du décalage optique, ici, qui est variable grâce à ce slider. Alors le décalage optique, je rappelle, c'est l'épaisseur de votre lame d'air. Au passage, si vous faites E égale 0, si vous faites ici E égale 0, vous avez
une intensité constante, c'est normal, puisque dans ce cas-là, la lame d'air est d'épaisseur nulle, les deux chemins, je reviens ici, les deux trajets ici sont identiques, et donc les ondes, les rayons, ayant fait le même trajet, ne sont pas déphasés, et donc interfèrent de façon constructive. Donc là, j'ai une intensité qui est uniforme. Si j'augmente l'épaisseur, eh bien, je vois apparaître des anneaux d'interférence. Alors on vous demande de faire varier le décalage optique de la lame d'air et de voir comment les anneaux se déplacent. Alors, vous voyez, si j'augmente l'épaisseur doucement, on voit que les anneaux s'écartent du centre. Il faut y aller doucement, mais je pense que ça se voit. Hein. Donc les anneaux s'écartent du centre, sortent même du centre, quand j'augmente le décalage optique. Alors pourquoi? Eh bien, pour les franges d'égale inclinaison, la condition d'interférence constructive, c'est 2e cos égale p lambda. Ici, je répète, pour une épaisseur donnée, c'est l'incidence qui est variable, donc ça donne différents anneaux correspondant à différentes incidences. Maintenant, imaginez que vous suiviez une frange d'ordre P. Donc P est fixé dans l'histoire. Et vous augmentez l'épaisseur de la lame d'air. Donc E augmente. Dans ce cas-là, si E augmente, comme P lambda reste constant, il faut que cos I diminue. Mais si cos I diminue, I augmente. Mais si I augmente, cet angle-là va augmenter, donc l'anneau, son rayon, là, ce point-là va descendre. Là, hein. Donc l'anneau d'interférence va avoir un rayon qui va augmenter. D'accord ? Donc le rayon des anneaux augmente quand l'épaisseur de la lame augmente. Autrement dit, on a l'impression tout simplement que l'anneau s'éloigne du centre car son rayon augmente. Alors un autre phénomène intéressant à montrer, c'est le phénomène d'anticoïncidence. Alors ici, vous avez une lampe à sodium qui est en réalité constituée de 2 raies monochromatiques jaunes de longueur d'onde voisine de 589 nanomètres. On est dans le jaune, mais en fait il s'agit d'un doublet, donc il y a 2 longueurs d'onde, lambda et lambda plus delta lambda. Quand vous augmentez le décalage optique, vous voyez apparaître un phénomène de dégradation du contraste. Vous voyez, le contraste est mauvais, puis ensuite ça revient un peu plus net, etc. etc. Alors, il y a un moment où le contraste est vraiment très mauvais, de sorte qu'on voit quasiment plus les franges. Regardez, ici, les franges sombres sont très peu contrastées, et vous voyez, au centre de la figure, on a vraiment du mal à voir les franges sombres, mais ici, on a l'impression que l'écran est complètement uniforme. Là, c'est ce qu'on appelle l'anticoïncidence. Qu'est-ce qui se passe en fait? Eh bien, en réalité, comme j'ai 2 longueurs d'onde, j'ai 2 systèmes de franges comme ça. Mais sauf que ce système de franges, il est décalé. Le système de franges généré par la longueur d'onde lambda n'est pas le même que le système de franges généré par lambda plus delta lambda. Et quand au centre, vous avez pour l'un une frange brillante et que pour l'autre vous avez une frange sombre, eh bien le système de franges s'annule complètement. Et on voit apparaître ce phénomène d'anticoïncidence, de brouillage complet. Là, je fais une mesure d'un décalage optique que l'on peut faire en TP, hein, qui peut se mesurer en vrai. Hein. Là, ce que je mesure, c'est un décalage optique de 146 micromètres, 0,15 mm à peu près, qui correspond à un décalage pour observer la première anticoïncidence. Eh bien, de cette mesure, on peut en déduire le décalage entre les 2 raies spectrales qui constituent le doublet du sodium. Comment fait-on? Eh bien, il suffit d'écrire dans un premier temps qu'au centre de l'écran, il y a interférence constructive pour la longueur d'onde lambda. Alors quand on est au centre de l'écran, la différence de chemin optique, je rappelle, c'est 2e cos I. Mais au centre de l'écran, I égale 0. Donc delta égale 2e.
Et puisqu'il y a interférence constructive, ben, j'écris P lambda, P étant l'ordre d'interférence de la frange brillante. Maintenant, pour la frange sombre, enfin pour la raie de longueur d'onde lambda plus delta lambda, elle sera sombre puisqu'il y a anticoïncidence. On est toujours au centre de l'écran, donc la différence de chemin optique vaut toujours 2E. La longueur d'onde a changé, elle devient lambda plus delta lambda, et puis comme on a une anticoïncidence, l'ordre d'interférence n'est plus un entier, mais un demi-entier. Le demi-entier voisin de P. Alors, on peut voir assez facilement qu'il faut retrancher un demi, non pas l'ajouter, parce que si lambda augmente, comme là 2E reste constant, ici, il faut forcément que l'ordre diminue. Donc en fait, il faut retrancher un demi. Si vous développez ces deux équations, vous allez avoir P lambda pour 2E égale à P lambda plus P delta lambda moins 1,5 de lambda moins 1,5 de delta lambda. Quand on simplifie, on obtient ceci, delta lambda égale lambda sur 2P moins 1. Qu'on peut simplifier par lambda sur 2P, pourquoi? Parce que vous avez vu, P est très grand, parce que 2E, c'est de... Alors on a dit E, c'était à peu près 146 micromètres, je crois, donc 2E, c'est à peu près 300 micromètres, lambda, c'est 0,5 micromètres à peu près, hein. Donc P, ça va être de l'ordre de 600. Donc c'est énorme par rapport à 1. Donc on peut négliger le 1. Et puis si vous remplacez P par 2E sur lambda, bah, vous trouvez delta lambda égale lambda carré sur 4E. Autrement dit, si vous connaissez la longueur d'onde moyenne du doublet, et si vous connaissez l'épaisseur, le décalage optique pour lequel il y a anticoïncidence, vous êtes capable de trouver l'écart en longueur d'onde entre ces deux raies qui forment le doublet. Quand on fait le calcul, on trouve delta lambda égale 0,59 nanomètres, c'est-à-dire à peu près 6 angstroms. Donc ça vous montre à quel point l'interféromètre de Michelson est un appareil extrêmement sensible qui peut avoir une résolution spectrale très importante et c'est l'un de ses gros atouts par rapport à des spectroscopes classiques. Voilà, la prochaine fois, on s'intéressera plutôt au réseau de diffraction. Voilà, à tout de suite.